À la rentrée scolaire de septembre, de nouvelles instructions allaient bouleverser notre enseignement. Les événements de mai 68 étaient passés par là. Tout ce que nous avions appris jusque-là était remis en cause. On ne parlait plus que de mathématiques modernes. C'était assez déstabilisant. Entre collègues, nous nous posions beaucoup de questions. Les enfants allaient-ils toujours savoir compter ? Les théories prônées par les idéologues de l'éducation nationale nous semblaient dangereuses. L'enseignement des matières d'éveil était également remis en cause. En histoire, par exemple, les instructions ministérielles indiquaient qu'il fallait abandonner la sacro-sainte chronologie. Nous devions maintenant travailler sur des thèmes comme, par exemple, étudier l'évolution du costume à travers les âges. Pour l'examen du certificat d'études, les candidats devaient apporter avec eux un dossier contenant le travail d'études réalisé au cours de l'année. Un examinateur devait les interroger oralement sur le contenu de ce dossier. Tout cela n'augurait rien de bon. Il s'avéra, au fil des années, que les enfants n'avaient plus aucune notion des connaissances de base en matière d'histoire, de géographie et de sciences d'observation. La réforme mise en place avait été si rapide que nous n'avions pas de manuel scolaire pour nous guider dans notre enseignement, et les inspecteurs, étrangement, se gardaient bien de nous fournir des directives précises. Nous étions livrés à nous-mêmes, et nous devions nous adapter comme nous le pouvions, en attendant des stages de formation aux nouvelles techniques. Personnellement, j'étais écœuré. J'envisageais de quitter l'enseignement. Un poste de directeur à l'antenne locale de la MGEN devait être pourvu. Le titulaire du poste partait à la retraite. La place était traditionnellement occupée par un enseignant avec un surplus de salaire appréciable par rapport au traitement d'un directeur d'école. Je me portais candidat. Ma situation de membre élu au conseil syndical du SNI était un atout pour être choisi. Le secrétaire départemental que j'avais eu l'occasion de rencontrer quelques jours avant de passer l'entretien d'embauche m'avait assuré que j'allais être nommé au prochain conseil. Finalement, c'est un autre collègue qui fut nommé. Mon entretien s'était moyennement bien passé. J'y étais allé un peu trop décontracté et je n'avais pas vraiment préparé la rencontre avec les délégués chargés de faire leur choix. Je compris également, quelques années plus tard, que j'avais eu un concurrent sérieux face à moi. En effet, il ne resta pas très longtemps en poste à La Rochelle. Il fut bientôt nommé au Conseil national de la MGEN à Paris et y fit carrière. À cette époque, j'avais également remplacé le président qui m'avait recruté à la tête du comité de section COP de Beauvais-sur-Matha. Chaque année, nous organisions des voyages touristiques d'une journée pour les sociétaires de la localité et des environs. Quelquefois, pour assurer le remplissage du car, nous nous groupions avec un autre magasin. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de m'associer avec la section de Néret. Le laboratoire coopératif d'analyse et de recherche, à l'initiative de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, tentait d'obtenir des pouvoirs publics un étiquetage informatif des produits proposés aux clients dans les magasins. À cette époque, il n'y avait aucun renseignement sur la composition des articles vendus et nous souhaitions que cela change. Je décidai, à mon niveau, de sensibiliser les ménagères à notre démarche. J'organisai une réunion en invitant une quinzaine d'entre elles, parmi les plus fidèles clientes du magasin, à me rejoindre dans une des salles de la mairie. J'étais allé précédemment récupérer une douzaine de paquets de lessive des différentes marques sur le marché. Il y en avait de toutes les tailles. J'avais également relevé leur prix de vente. Je m'étais muni d'une balance Roberval et j'avais prévu du papier et un crayon. Le but était de faire participer l'assistance. En début de séance, je leur demandais de bien regarder les différents paquets posés sur la table et de me dire ce qu'elles voyaient comme renseignement sur ces emballages. Nous pûmes constater qu'en dehors du nom du produit, Ariel, Bonus, Persil, Homo, Skip et d'autres marques connues à l'époque, il n'y avait pas d'autres indications.
Seuls de beaux dessins, plus attractifs les uns que les autres, étaient là pour attirer l'œil des clientes. Il n'y avait pas d'indication de poids, encore moins de composition du produit. Je demandai à mes observatrices de les classer par ordre de préférence en fonction de leur ressenti. J'établis une première liste, puis je tentai une nouvelle expérience. À l'aide de la balance Roberval, nous prîmes le temps de peser tour à tour chacun des paquets et de marquer leur poids à l'aide d'un papier posé sur chacun des emballages. Je leur proposai à nouveau d'indiquer leurs préférences au niveau d'un achat, puisque maintenant elles avaient connaissance du poids de chacun des articles. J'établis une nouvelle liste de préférences, et nous pûmes constater qu'elle était sensiblement différente de la première liste que nous avions dressée précédemment. Je leur communiquai les prix tels que je les avais relevés dans le magasin. Puis, j'entrepris de calculer le prix au kilo. Nous pûmes constater que la nouvelle liste, en classant les 12 boîtes de lessive, était à nouveau totalement différente de celle précédemment dressée. Nous pûmes remarquer que les plus gros paquets n'étaient pas forcément les plus lourds, et que leur taille n'augurait en rien du rapport prix au kilo. Cette réunion fut très animée. Chacune et chacun d'entre nous était bien conscient de l'intérêt de faire évoluer la réglementation en matière d'étiquetage des produits mis sur le marché. Je leur expliquai notre objectif à la Fédération nationale, de pousser les pouvoirs publics à nous donner satisfaction. J'envoyai un rapport à la présidence de Saintes, comme à la suite de chaque animation que nous organisions dans nos comités. Quelque temps après, je reçus une lettre de M. Ciozy. Nous n'avions pas le téléphone. Il me faisait part de son souhait de venir me rencontrer, et il me demandait de lui proposer une date pour un prochain jeudi. Dans sa lettre, il ne m'indiquait pas l'objet de cette entrevue. Je me demandais bien ce qu'il pouvait avoir de si important à me dire pour qu'il décide ainsi de se déplacer jusqu'à Beauvais. Le jour venu, je le reçus à la maison. J'étais assez intimidé. M. Ciozy était une personne imposante par sa taille et sa fonction. J'avais eu tout le loisir de l'observer durant nos stages de formation des jeunes militants coopérateurs, et mon admiration était grande pour cet homme qui avait en charge la présidence de cette grande société coopérative. Il se déplaçait toujours dans sa grande voiture américaine qui ajoutait à l'aura du personnage. M. Ciozy entra directement dans le vif du sujet. « Je suis venu vous proposer de nous rejoindre au conseil d'administration. » Il continua, en m'expliquant en quoi consisterait ma future présence parmi les représentants élus des coopérateurs. Il insista sur les contraintes qui s'attacheraient à ce nouveau statut. Si j'acceptais, je devrais lui adresser une lettre de candidature. Je serais alors présenté comme le candidat du conseil d'administration. Après mon élection, lorsqu'elle serait effective, je rejoindrais le conseil en tant qu'auditeur. Il m'expliqua que le conseil était composé de 12 administrateurs titulaires et de 12 auditeurs. Seuls les titulaires avaient le droit de vote. Un auditeur devenait titulaire lorsqu'un titulaire atteint par la limite d'âge devenait honoraire. Cela donnait le temps aux nouveaux entrants de se familiariser avec le fonctionnement de la société et d'acquérir la compréhension des règles économiques du monde du commerce et de la distribution. Les élections avaient lieu au comité général de printemps. La désignation des candidats dans les années 60 suivait un cadre bien établi. Au conseil, il y avait une répartition faite en fonction des origines socio-professionnelles, mais aussi en fonction de l'origine départementale, chaque département étant représenté par un nombre de membres établi proportionnellement au nombre de magasins situés sur son territoire. Cette année-là, il y avait 2 postes à pourvoir pour la Charente-Maritime. Parmi ces 2 postes, l'un était réservé à un représentant des fonctionnaires ou employés et un autre à un candidat du monde agricole. J'étais le seul candidat sur mon créneau. Sur le second poste, il y avait 2 postulants en présence. L'un était un candidat, présenté, comme moi, par le conseil, l'autre par le comité de section auquel il appartenait. Ces 2 personnes avaient aussi participé à la formation des jeunes militants coopérateurs.
La règle voulait que le choix soit fait par leurs pairs, c'est-à-dire par les présidents des comités de section du département auxquels appartenaient les concurrents. Il y eut donc un vote au cours du comité durant une interruption de séance. Je fus élu, ainsi que mon collègue Constantin, également présenté par le conseil. Il y avait une réunion chaque mois, sauf en juillet et en août. Nous allions rejoindre le conseil d'administration à la reprise en septembre 1969 et découvrir un nouvel univers.